Une chaudière au gaz installée, ça vaut 5 000 euros. Une pompe à chaleur, ça vaut entre 10 et 15 000 euros. Pour ce qui concerne nos produits, aidés par des subventions du type MaPrimeRénov', intellectuellement, les gens se disent c'est fait pour changer ma chaudière au gaz et faire une pompe à chaleur. Donc on se dit, l'argent dont je peux bénéficier, ça va financer ma pompe à chaleur. Aujourd'hui, je peux dire que à peu près, c'est à peu près 25% de la somme qui est consacrée au produit lui-même et à son installation. Et tout le reste, c'est pour payer l'écosystème. De l'intermédiaire, voilà. Donc là, je mets un peu une bombe, là, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est la réalité. Philippe Dénessé, bonjour. Bonjour Laurent. Très heureux de te recevoir. Nous ne sommes pas dans notre endroit habituel, puisque au moment où vous verrez ce podcast, c'est la période de canicule. Et ça tombe bien, puisque tu vas te présenter, mais je dévoile dès maintenant que tu es le directeur général d'Intuis, qui est l'un des leaders français de fabrication de matériel de confort thermique. Et dans le matériel de confort thermique, il y a ces fameuses pompes à chaleur qui sont réversibles, qui sont capables d'amener de la fraîcheur dans ces temps difficiles. D'ailleurs, tu nous as proposé de le faire dans tes locaux qui sont équipés de matériel Intuis, mais nous sommes ici en sous-sol, dans un endroit où il fait frais, et on n'est pas dans les locaux surchauffés des déviations. Voilà. Donc, très heureux de te recevoir sur ce nouvel épisode des podcasts Force française de l'industrie en collaboration avec les déviations. Je voulais te recevoir déjà parce que je pense que la multiplication des phénomènes climatiques difficiles à vivre semble se confirmer. Quand on a dit ça, on doit se dire que tu es sur un secteur qui est forcément porteur. Et tu vas nous expliquer si ce présupposé est bon ou pas. Mais juste avant, est-ce que tu peux te présenter et expliquer un peu ton parcours? Avec plaisir. Alors effectivement, mon parcours, il commence dans un endroit aussi qui a connu beaucoup de canicules. Je suis breton. J'ai 4 enfants. Je suis expatrié à Paris depuis le début de ma vie professionnelle. Donc ça veut dire enfance en Bretagne. C'est ça. Parce que moi, en tant que faux Auvergnat, qui n'ai quasiment pas vécu là-bas, toi, tu es un vrai breton. Je ne passe pas juste 15 jours l'été en Bretagne, donc sud Morbihan, et j'y ai des racines, je le précise parce que c'est vrai que dans les valeurs qui m'ont fait évoluer dans le temps, je pense que beaucoup de choses se passent là. Alors je suis plutôt un breton des terres, un terrien, l'argoate. Et voilà, il y a beaucoup de choses effectivement qui, dans mon parcours, trouvent ses racines, ses fondements dans ces moments importants. Mon papa était le notaire du village et tous mes camarades de jeu étaient pour l'essentiel des gens qui étaient dans des familles agricoles, donc des gens qui commençaient leur journée bien avant moi, en général, et qui la terminaient plus tard aussi, parce qu'ils étaient très sollicités pour, comme on disait localement, donner un coup de main à la ferme. Et donc une grande simplicité, une grande proximité aussi avec tous ceux avec qui j'ai pu entretenir des relations. Et pour certains qui se poursuivent encore, c'est-à-dire que même si effectivement géographiquement je suis parisien aujourd'hui, ou presque, mon cœur, ma tête est très, je dirais, très bretonne encore. Donc j'ai gardé effectivement ces relations-là. Donc une vie assez simple dans, je dirais, l'écosystème dans lequel j'ai vécu. Des études dans ce petit village jusqu'au lycée. Et puis ensuite la ville la plus proche, Vannes. Et ensuite une prépa toujours en Bretagne, à Rennes. Donc c'était déjà une certaine migration. Prépa HEC avant de faire une école de commerce. Et puis une orientation dans le monde de la finance. J'ai travaillé dans un cabinet d'audit pendant 5 ans. C'était, je dirais, l'équivalent de mon MBA, puisque c'est ce qui m'a permis d'avoir une formation plus pratico-pratique, puisque ça m'a permis de me mettre ou de m'exposer à beaucoup de réalités d'entreprise, dans des domaines extrêmement divers, de l'industrie au service, en passant par le commerce et beaucoup de réalités françaises, européennes, anglo-saxonnes. 5 années très riches, 5 années qui m'ont vraiment mis le pied à l'étrier, une sensibilité qui m'a
conduit à choisir ce que je ne voulais pas faire et m'orienter vers des choses pour lesquelles j'avais plus d'appétence. Alors, ce que je ne voulais pas faire, c'était poursuivre dans ce monde-là, le monde de l'expertise comptable, du commissariat aux comptes. Je ne me voyais pas dans ce rôle-là, parce que contrôler, c'est une chose, on apprend énormément, mais faire, c'est beaucoup mieux. Et déjà, j'avais un petit peu cette appétence pour le faire. Et donc, au bout de 5 ans, j'ai quitté Ernst & Young pour rejoindre un groupe industriel aux racines françaises à l'époque, le groupe Thomson. Alors, non pas la partie armement, mais la partie qu'on appelait les produits bruns à l'époque. Et l'entreprise s'appelait Thomson Multimédia. Grand public, donc. Le grand public. Et aussi passé 5 ans dans cette entreprise, en 2 temps. D'abord dans l'audit interne, ce qui m'a permis de prolonger assez naturellement mon parcours financier et découvrir le monde, puisque là, pour le coup, j'ai découvert les États-Unis, l'Asie. J'ai passé beaucoup de temps en Asie et découvrir des réalités opérationnelles qui n'étaient pas celles d'un pays européen. Là aussi, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai commencé à avoir aussi un œil extérieur à nos réalités françaises, donc très enrichissant. Oui, parce que Thomson, c'était quand même un fleuron. C'était un fleuron. Ouais, et on est obligé de parler à l'imparfait, parce que c'est devenu quoi, ça? Alors, j'y étais au moment où, si pour les gens qui ont un peu de mémoire, il avait été dit que c'était, M. Juppé à l'époque, il disait que Thomson Multimédia à l'époque ne valait qu'un euro, sous la présidence de Alain Prestat. Et à ce moment-là, il y a eu une espèce de résurgence ou de sursaut de fierté. Et celui qui a pris la présidence du groupe, c'est Thierry Breton. Donc j'ai eu la chance de travailler pas mal avec lui à ce moment-là, pour essayer de lui redonner un peu en tout cas, travailler sur les fondamentaux de l'entreprise. Donc, Et pourquoi ça valait qu'un euro? ça valait qu'un euro parce que c'était très endetté, extrêmement endetté. Il y a eu des mauvaises affaires, il y a eu des... Il y a eu surtout des choix stratégiques qui n'étaient pas les bons. Je vais en prendre un parce que c'est le plus symbolique. Assez rapidement, j'ai été en charge de toute la partie finance ce qu'on appelait à l'époque les tubes cathodiques. Tubes cathodiques, pour ceux qui s'en rappellent encore, c'était ces grosses armoires qu'on mettait dans un coin du salon pour regarder la télé. Et c'était fait de verre, de gros tubes en verre, avec des électrodes qui bombardaient pour avoir ce qu'on appelait la télévision. Thomson Multimédia, c'était beaucoup de chercheurs, beaucoup de recherche, développement. Et il faut savoir que Thomson Multimédia a inventé le plasma et le LCD, donc les écrans plats de l'époque. Et la grande décision stratégique qui a été prise à l'époque, c'est de se dire, bon, c'est bien technologiquement, mais ça n'a aucun avenir. Donc la décision a été prise de dire qu'on ne produirait pas ce genre d'appareil, puisque ça n'avait aucun intérêt. Alors, bonne ou mauvaise décision? En apparence mauvaise, parce que c'était un pari un peu qui n'avait, je dirais, aucune prise sur ce qu'allait être l'avenir. Et puis en fait, finalement, ça a été quand même une cash machine, puisque voilà, tous les brevets des produits qui se sont vendus sur la Terre entière ensuite généraient des patentes qui ont fait quand même un peu la fortune de l'entreprise. Qui aurait probablement pu garder une fortune industrielle, du coup, Complètement. en fabriquant... Complètement. Mais ça dit déjà des choses, là on est à la fin des années 90, ça dit déjà des choses sur ce qui après a été une vraie confrontation sur ce que j'ai découvert de la désindustrialisation de la France. C'était des choix d'abandon, en se disant d'abord peut-être une absence de vision et une absence de compréhension de l'importance de garder effectivement une industrie nationale, souveraine, déjà à l'époque, quoi. Oui, parce que ce que tu dis, c'est que ces brevets ont été... c'est quoi? C'est loué, parce que c'est pas cédé. En tout cas, ils ont été loués à des entreprises comme lesquelles, enfin, qui a pris vraiment... Alors après, ce qui est devenu l'entreprise... Non, je veux dire, les gens qui fabriquaient le plasma et tout... c'était du Panasonic, c'était Panasonic, c'était du Toshiba, c'était... Plutôt des industriels asiatiques. Ouais, qui étaient à l'époque japonais plutôt. Hein. Beaucoup de Japonais. Et toute l'industrie qui existait effectivement autour de ça, elle était, parce que Thomson avait aussi bien sûr des importations en Asie, mais sur ce qui concerne proprement effectivement la télévision, ces brevets-là ont été utilisés effectivement par tous ceux qui font aujourd'hui le monde des produits bruns, c'est-à-dire du Samsung, tous ces entreprises.
Donc on considère que la valeur ajoutée, c'est vraiment l'innovation, la découverte, le brevet, mais on voit déjà un groupe qui se dit finalement fabriquer. Alors déjà, c'est une absence de vision en se disant, pour ça, vous voulez venir, parce que on ne voit pas un produit plat comme ça trôner dans une salle où justement il faut que ça prenne de la place. C'était aussi basique que ça. Et donc une absence de vision de ce qu'allait pouvoir devenir effectivement cette industrie-là. Donc, pour répondre à la question, moi j'ai quitté Thomson fin du siècle dernier, en fin 99, et l'entreprise elle-même, Thomson, qui après a changé de nom deux ou trois fois pour devenir Technicolor, je dirais que 6 ans après, son portefeuille, qui était quand même un portefeuille fait de produits audio, produits des magnétoscopes, télé, enfin beaucoup de réalités technologiques, il n'y avait quasiment plus rien. Toute la partie industrielle avait changé de main, vendu à essentiellement des opérations des sociétés asiatiques. Elle faisait de la production de contenu sur des supports visio comme Xcamera, etc. Donc, Ouais, ça, c'était à la grande époque où on pensait que le contenu, c'était vraiment le Graal et que l'industrie, le produit lui-même, non. Et ça s'est décidé sous quelle présidence? alors ça, c'était après Thierry Breton est resté 2, 3 ans avant de rejoindre France Télécom de mémoire. Ça s'est alors décidé sous la présidence de quelqu'un qui s'appelait M. Danjard, Franck Danjard. Donc on parle de début des années 2000. Mais progressivement, en fait, l'entreprise a perdu en taille, évidemment, et en importance stratégique pour le territoire, pour la France, en tout cas, clairement. Alors moi, à ce moment-là, je suis chassé donc, par un groupe qui n'a strictement rien à voir avec l'industrie, en tout cas pas cette industrie-là. Et je rentre à ce moment-là dans le monde du bâtiment. Je suis chassé par un groupe qui s'appelle CRH, qui n'est pas très connu, mais qui est un groupe mondial, qui était à l'époque le concurrent direct de Lafarge, un cimentier qui faisait essentiellement voilà, le ciment, la préfa béton et tout ce qui, les carrières de pierre, donc présents aux États-Unis et en Europe à l'époque. Un groupe qui, à cette époque-là, faisait 20-22 milliards de chiffre d'affaires, d'euros, et qui cherchait à se développer en France en particulier, dans ce pays étrange qu'est la France, en se disant qu'il y avait des opportunités de racheter des entreprises familiales, sans trop savoir où ils mettaient les pieds, mais en se disant quand même, vu la taille que représente la France au niveau européen, il serait peut-être intéressant de se focaliser sur quelques pépites. Le modèle de cette entreprise, c'était de racheter les entreprises familiales, de garder leur ADN, même de garder le nom des entreprises. Et c'est ce qui nous permet d'être, à l'époque, c'est ce qui nous permettait d'être en concurrence avec d'autres racheteurs beaucoup plus identifiés en France. Saint-Gobain, c'était mon concurrent direct pour le rachat d'une entreprise familiale. Et pendant 4-5 ans, j'ai fait que ça. J'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin, à sillonner la France, à découvrir de belles pépites dans le monde de la construction, du bâtiment. Et j'ai racheté en 5 ans à peu près 20-25 entreprises. Plutôt des ETI, des PME? Les deux. Les deux? Les deux, Donc même, quand même même des filiales de Saint-Gobain. Ouais, mais quand même des belles boîtes. Enfin, je veux dire, pas Toujours des... des belles boîtes, ouais. Et pourquoi est-ce que c'était si simple de racheter des entreprises familiales? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de pays, comme l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, enfin beaucoup de structures, où ces entreprises, elles sont transmises j'allais dire, de père ou de mère en fils ou en fille. Elles traversent les générations, et on veut surtout pas les vendre, parce que c'est quasiment la fierté de la famille. Là, si je t'écoute, entre toi, Saint-Gobain et d'autres, entre des fonds d'investissement, des grands groupes, c'était un peu la fête à qui voulait bien racheter ces boîtes-là. Alors, il y a peut-être une partie de la réponse à la question. Tu vas mener sur des questions de fiscalité, mais c'est pas que ça. C'est pas mon genre. C'est pas que ça. J'ai vécu différentes expériences, mais souvent, c'est des gens qui avaient vécu quelque chose d'assez dur et qui n'avaient pas forcément envie de transmettre à leur descendance. D'accord. Donc mauvaise expérience, enfin, c'est-à-dire. Ouais, en tout cas, un petit peu je dirais, un peu désabusé par tout ce qu'ils avaient vécu dans leur parcours professionnel. Et en se disant, je vais pas laisser ça aux enfants, ça va être trop compliqué, trop dur. Et puis, tout simplement, d'ailleurs, il n'y a pas non plus d'appétit forcément des enfants pour la reprise. Et pas non plus de recherche forcément
d'entreprises de proximité avec laquelle ils auraient pu se rapprocher pour faire des choses plus importantes, créer, je dirais, des partenariats. Ça, c'est pas du tout l'ADN des Français, de se dire, je pourrais faire des choses avec d'autres entreprises du même type, essayer de créer de la valeur ensemble. C'est le collectif à la française, ça. C'est qu'on en parle beaucoup, mais on ne le fait pas beaucoup. C'est très peu, exactement, très très peu. Alors ça, c'est quelque chose que je pourrais quasiment écrire un bouquin sur le sujet. Donc en fait, bon, après, c'était souvent le mieux-disant qui l'emportait. Et j'ai vécu des expériences d'entreprises qui me disaient, voilà, écoutez, votre état d'esprit est le bon, vous promettez de garder l'enseigne, les gens, etc. Et voilà, je vous donne la préférence, parce que même si vous ne payez pas aussi bien que Saint-Gobain pour me racheter, franchement, je sais que je mets l'entreprise entre des mains bienveillantes et qui vont permettre de perdurer dans le temps. Donc responsabilité quand même sociale forte. Alors voilà, la réalité, ça a été effectivement des chefs d'entreprise qui avaient en général fondé leur entreprise ou qui en avaient hérité de leur père, donc il y avait une vraie histoire, et qui étaient très sensibles à l'histoire qu'on leur apportait, qui était de vouloir racheter ces entreprises en continuant de la faire fonctionner sur la même gouvernance, les mêmes approches, et garder à la fois les équipes, garder le nom, très important, le nom, l'enseigne. Et il est arrivé que, effectivement, malgré ces volontés ou cette séduction, si je puis dire, d'une vie après leur passage, qui permettrait à l'entreprise de perdurer dans le temps avec la même gouvernance, quelquefois, effectivement, le chèque était quand même plus fort. De l'autre côté. De l'autre côté, voilà, de la part de grands groupes qui montraient aussi beaucoup d'appétence et n'avaient pas forcément envie de laisser rentrer un groupe étranger. Et parfois, ça emportait la décision. Je me rappelle de situations où on était prêt à signer, et puis le vendeur venait me voir un peu penaud en disant j'ai eu une offre là que je ne pouvais pas refuser. Je suis désolé. J'ai lutté, mais voilà, mais j'ai pas pu faire. Il m'est arrivé un grand malheur. On m'a donné trop d'argent. D'accord. C'est un peu ça. Oui, c'est d'accord. Et à l'inverse, j'ai une belle histoire aussi qui, dans l'argumentaire qu'on avait mis en avant, je l'avais pas fait exprès, mais c'était une entreprise de distribution de matériaux dans le TP, et le monsieur qui avait TP, c'est travaux publics. travaux publics, tout à fait. Et il me dit, avec son accent italien, je ne veux pas l'imiter, mais il me dit, Monsieur Netsé, je vous ai privilégié, alors que le chèque que vous me faites est bien moins important qu'un de vos concurrents. Mais il y a un truc que vous avez dit, c'est que vous alliez garder mes camions, que vous vous engagiez à garder mes camions. Et eux, ils m'ont dit qu'ils allaient tout passer en leasing. Eh ben ça fait la différence. Et je lui ai dit, mais non, quelle confiance il a, quoi. Et là, je me suis senti obligé de garder ces camions après, parce que c'était tellement, je dirais, la raison de son choix. Donc c'est les camions avec ses chauffeurs. Avec ses chauffeurs, et surtout en propriété. Voilà, ça n'est qu'un artifice comptable, j'allais dire. On garde quand même les camions, mais ils sont en leasing, ça ne change pas grand-chose. Mais pour lui, que ça reste la propriété, c'était vraiment une décision majeure, engageante, et c'est ce qui a emporté la décision. Et il s'est assis sur quelques millions d'euros pour cette raison-là. Donc ça montre qu'aussi il y a des gens qui ont un ADN extrêmement fort sur ces questions-là, et une volonté sincère de faire perdurer l'entreprise, quoi. Donc voilà ce que j'ai fait pendant cette période. Et puis après, quand j'avais acquis suffisamment d'entreprises, on m'a confié la direction générale de ce groupe en France. Et je me suis plus particulièrement occupé de tout ce qui était négoce de matériaux. Donc j'avais un réseau dans le nord de la France, avec notamment l'enseigne Raboni, qui est assez connue en région parisienne. À partir de là, j'ai fait d'autres acquisitions. Et voilà, j'ai dirigé ce groupe jusqu'en 2011. Et ensuite, voyant que l'actionnaire n'avait finalement pas une appétence extrêmement forte pour se développer dans ce métier de la distribution au-delà du réseau dont on disposait, j'ai été chassé par un autre groupe, et anglo-saxon toujours. Et voilà, je suis arrivé dans une autre réalité.
avec des enseignes françaises très connues, La Rivière, dans le monde de la couverture, LIT dans le monde de l'aménagement intérieur, Westisol dans le monde de l'isolation technique. Et donc j'ai dirigé là un périmètre d'à peu près 250 agences. Et ça, c'était quel groupe, ça? Ça, c'était le groupe SIG. D'accord. Donc un groupe anglo-saxon. Là, j'ai dirigé ce groupe en ayant la volonté de, je dirais, comme il y avait 3 réalités opérationnelles différentes, la transformation que j'ai amenée dans ce groupe, c'est de les faire travailler ensemble avec une complémentarité d'approche vis-à-vis d'une clientèle qui était extrêmement différenciée, mais de manière à faire une offre synergique pour l'ensemble de ces clients. Donc une aventure passionnante sur ces 3 enseignes, avec aussi une réalité, puisque ça fait partie de ma vie aussi, où j'allais présenter des plans stratégiques à la Bourse de Londres devant des analystes, où il fallait effectivement expliquer le rationnel d'un plan stratégique à 5 ans, etc. Et donc j'ai fait l'expérience à ce moment-là de l'exposer d'une réalité opérationnelle dans un monde anglo-saxon qui faisait sa propre lecture des choses, très enthousiaste, mais un enthousiasme qui quelquefois dépassait un petit peu ce que j'avais voulu dire. C'était assez intéressant de voir que, en général, l'objectif d'une opération comme ça, c'était de faire monter le cours de bourse. Alors, justement, la bourse, intéressant, parce que j'ai des échos qui sont très variables. On a reçu notamment des gens comme Pierre Gattaz qui disaient que c'est les questions un petit peu iconoclastes d'un jeune homme d'une petite trentaine d'années, c'est-à-dire 28 ans, enfin qui n'avait pas 30 ans, qui lui donnait des leçons sur la façon de gérer sa boîte en disant « Mais attendez, vous avez encore des usines en France où ça ne marchera jamais ». Donc qui du coup faisait un commentaire négatif à la communauté financière, qu'il a décidé de quitter la bourse. Il a dit « Moi, je vais sortir Radial de la bourse parce que ces gens-là, en fait, comprennent rien et ils sont très, très dangereux. » Toi, le syndrome du jeune boursicoteur, enfin, plus exactement, du jeune analyste, certes intelligent et qui s'exprime bien, mais qui parfois est complètement hors sol, tu confirmes? Oui, tout à fait. Alors, je n'avais pas les mêmes problématiques parce qu'il y avait pas, c'était un marché très local, donc qui de toute façon, par essence, ne pouvait pas être délocalisé. Donc, ça, c'était quand même une bonne chose. Par contre, effectivement, construire ou bâtir un scénario pour créer une valeur de bourse par des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité, c'est une vérité absolue. Et je m'en amusais même parce que j'ai vu, à partir des discours que j'ai pu faire, une analyse ou des analystes pondre des synthèses alors, qui étaient très valorisantes, mais déconnectées de ce que j'avais pu dire réellement, où j'avais pris soin d'être prudent, parce qu'il faut toujours être prudent dans ce qu'on raconte sur la bourse, c'est juste raconter un scénario pour que des actionnaires potentiels achètent sur la base d'une promesse de résultat. Traduire une promesse de résultat par rapport à un plan stratégique, c'est pas toujours l'évidence, quoi. Mais eux, ils savent le faire. Ils savent le faire, ils savent écrire quelque chose, et finalement, la responsabilité incombe à ces gens-là. Donc, quand c'est positif, ça va dans le bon sens, tant mieux. Si ils perçoivent dans leur analyse quelque chose qui soit ne leur plaît pas, soit en fonction de leur propre paradigme, leur propre lecture, grille de lecture, va aller dans l'autre sens, bah, ça peut faire complètement sombrer une boîte côté. Donc oui, c'est vrai. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a que des mauvais analystes, mais des analystes très distants des réalités, oui, ça c'est quand même une constante. Ok, donc ça, une contrainte pour un groupe, alors un grand groupe certes, mais parfois pour des entreprises de plus petite taille, finalement qui se mettent des contraintes. Le jeu, ça devient finalement de satisfaire les analyses beaucoup plus que gérer l'entreprise à long terme. Toute réalité qui fait qu'à un moment donné, ce qui prime, c'est le reporting, les envois de résultats tous les trimestres, parce que c'est ça aussi la contrainte, qui est parfaitement compliante sur tous les sujets qu'on puisse imaginer et qui en oublie la réalité opérationnelle, oui, à une certaine taille, c'est voué à éventuellement un échec. Parce que ce n'est pas les bons pilotes ou le bon pilotage de la performance, de la croissance, de tout ce qui va faire la pérennité d'une entreprise. Ouais, c'est trop court terme, quoi. Et tu vois d'ailleurs, toi, une opposition entre gestion court terme et gestion long terme. Vraiment. Ouais, tu peux nous expliquer
Pourquoi parfois l'un fait l'échec de l'autre? Le succès dans l'un fait parfois l'échec de l'autre ou le contraire? Bah, je peux prendre une réalité assez concrète qui est la gestion du pilotage du cash. Donc, c'est-à-dire Trésorerie. la trésorerie, tout ce qui aujourd'hui est contraint par ce qu'on appelle alors je vais encore prendre un terme anglo-saxon, des covenants, c'est-à-dire des règles du jeu qui font que une banque qui fixe des règles à une entreprise pour qu'elle montre sa capacité à rembourser, pour qu'elle montre qu'elle est assez saine. En général, c'est du pilotage qui est trimestriel, semestriel, annuel, donc très court terme, et qui peut amener à prendre des décisions assez chaotiques parfois, par exemple dans le pilotage d'un stock, de dire que voilà, ne mettrons pas trop d'argent dans une immobilisation sur du stock parce que ça va dégrader la performance de trésorerie de l'entreprise. Alors que c'est quelque chose qui engage des affaires, des marchés qui sont à terme beaucoup plus lointains. Donc ça, c'est des réalités que j'ai vécues tout le temps et qui, forcément, sont à la fois contraignantes et, je dirais, entraînent parfois l'abandon d'affaires qui peuvent être très juteuses, qui peuvent être, en plus, qui peuvent avoir des implications d'implantation sur le marché beaucoup plus importantes que ce qu'on fait, parce qu'on se restreint sur des gestions très court terme. Voilà. Donc la réalité la plus concrète que je peux imaginer, c'est celle-là. Alors voilà, donc j'ai fait j'ai conduit cette entreprise pendant 9 ans, jusqu'en 2019, et à la tête de ce groupe, moi j'ai vu passer au total en 9 ans 5 patrons, 5 CEO. L'entreprise France, enfin en tout cas de ce groupe, elle est bien, une bonne performance. Et puis, compte tenu de tous ces oscillations de gouvernance et ces changements incessants pour justement répondre aux impératifs boursiers, je me suis dit, ça n'a plus de sens, quoi. À un moment donné, là, j'ai posé des réflexions en responsabilité pour me dire où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on construit, quelle est la valeur, quel est le sens. Et bon, voilà, à ce moment-là, Oui, parce que malgré le fait que ça aille bien, c'était la valse exactement. des PDG en permanence. En permanence, c'est ça, où on se disait effectivement, il y a peut-être un électrochoc à faire, donc laissons partir les patrons de pays. Voilà, et comme quand il y a un groupe anglo-saxon, qu'on commence par l'Angleterre, il n'y a pas de raison que les autres ne trinquent pas, donc on fait des valses comme ça en se disant, tiens, peut-être que simplement le fait de changer des patrons à la tête de ces pays, ça va créer, je dirais, un effet positif et un effet de réactivité. Bon, ça s'est jamais produit. Moi, depuis que j'ai quitté ce groupe-là, je crois que c'est la taille la plus importante qu'ils aient connue. C'était quoi cette taille? Le business que je gérais, c'était un peu moins d'un milliard, 2500 personnes. Et, et donc un EBIT à l'époque était, pour la distribution, c'était pas mal, c'est 7-8%. Et depuis, voilà, ça fait un peu plus de la moitié de cette taille-là. Et un EBIT qui s'est forcément dégradé. Bon, voilà. Alors après, j'ai pris un temps de réflexion aussi. J'ai vu, alors j'ai connu donc des groupes cotés, des groupes familiaux à travers les acquisitions que j'ai pu réaliser. Et puis, j'avais pas goûté au fonds d'investissement, fonds de private equity. Et là, j'ai eu l'occasion d'avoir. C'est quoi le private equity pour les gens qui savent pas Alors, ce que le c'est? private equity, c'est la bourse, c'est public, c'est-à-dire c'est n'importe qui peut investir, acheter des actions. Private equity, c'est des fonds qui sont regroupés par des particuliers qui confient de l'argent pour une durée donnée, afin que ces fonds investissent avec une durée prévisible de retour, évidemment une optimisation de la plus-value à réaliser, en général 5 à 7 ans. En tout cas, c'était pendant les années 2000-2010, c'était à peu près la durée moyenne de détention de ces fonds, ou d'utilisation de ces fonds dans un investissement d'entreprise. La particularité, c'est qu'évidemment, ce sont des fonds qui tournent, c'est-à-dire que souvent, quand une entreprise est passée dans un portefeuille de fonds d'investissement, en général, ça se revend à un fonds d'investissement, même si la beauté ou l'heure de gloire d'un fonds d'investissement, c'est quand il est capable de revendre à quelqu'un du métier. Alors là, ça montre qu'effectivement, ils ont rendu l'entreprise attractive et qu'ils sont capables de la recycler
dans le monde dont elle est issue. Là encore, on est dans une gestion très court terme, puisque finalement, la manière de gérer, c'est voilà, comment on va faire pour optimiser un résultat, une ligne de cash, une ligne de trésorerie, de manière à ce que la valeur de l'entreprise soit augmentée, enfin qu'il y ait en tout cas une vraie plus-value réalisée auprès des prêteurs ou des gens qui ont confié l'argent à un fonds pour investir dans cette entreprise. Alors c'est une réalité aujourd'hui qui est un peu décriée parce qu'il y a ce qu'on appelle les fonds vautours, des gens qui utilisent des sociétés mal en point pour les retourner et pour en faire effectivement, si possible, quelque chose dont on peut retirer un peu d'argent. Il y a des fonds qui sont plus... Mais ça, c'est pas mal, ça. Quand on rachète une boîte et qu'on la retourne pour que... Ça dépend à quel prix, effectivement, Ouais. c'est possible. Mais si c'est du dépeçage pur et simple pour retirer l'argent des actifs, par exemple, c'est pas forcément dans un objectif de créer de la pérennité pour l'entreprise. C'est de se dire, bon, il y a des actifs, il y a des niches, il y a des choses à l'intérieur, bon, on va essayer d'optimiser ça pour sortir le maximum d'argent. Donc ça veut dire que je rachète une entreprise, au lieu de réinvestir dedans pour que l'entreprise reparte, je vais me dire par exemple, il y a de l'immobilier, il y a un beau bâtiment, bah, finalement je vais vendre ce bâtiment, et puis si l'entreprise derrière arrête de fonctionner, moi au moins j'aurais fait une bonne affaire en vendant ce bâtiment, ça peut être vendre des machines, ça peut être faire ce genre de choses. C'est ça en fait les fonds vautours. Oui, tout à fait, exactement, c'est ça. Et les fonds en général s'intéressent plutôt justement à des portefeuilles d'entreprises qui ne sont pas trop capitalistiques, c'est-à-dire un fonds d'investissement investit rarement dans la sidérurgie, dans des choses qui sont très demandeurs en investissement, parce qu'ils savent que c'est effectivement un retour attendu sur des délais qui vont au-delà du portefeuille qu'ils ont à gérer, enfin en tout cas de la période pendant laquelle l'argent leur a été confié. Donc ils sont plutôt sur des investissements dans des entreprises qui ont un retour sur investissement très, très rapide, très court. Ça, tu peux l'expliquer justement, un fonds, en fait, c'est pas son argent, c'est l'argent que d'autres lui ont confié. Ça, tu peux expliquer un petit peu ça? Parce que c'est ça qui va donner le rythme et j'allais dire, l'horizon d'action, finalement, d'une entreprise. Alors voilà, la différence qu'on peut faire dans les investissements privés entre la bourse et un fonds d'investissement, c'est qu'effectivement, un particulier, une entreprise confie son argent à un gestionnaire qui va investir dans une entreprise, alors soit une entreprise parce que c'est défini au départ, soit un portefeuille d'entreprise pour une durée déterminée. Il confie l'argent alors sans que ce soit absolument certain, c'est-à-dire l'indication c'est, allez, je vous confie l'argent pour 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, c'est-à-dire que je veux que les 100 000 euros que je vous ai confiés me reviennent dans 7-8 ans, vous me remboursez ce que j'ai mis comme investissement, avec une plus-value attendue de temps. Donc ça c'est le deal avec le fonds d'investissement. Donc le particulier ou l'entreprise qui a confié cet argent attend un retour sur investissement sur cette période de, en général, 6-7 ans. Et donc, gérer une entreprise en conséquence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le capital de l'entreprise est détenu par ces gens-là, il est évident que l'orientation va être sur des retours à court terme. Voilà, donc ils ne peuvent pas dire, moi je vais aller dans une entreprise qui va mettre 20 ans à faire le machin, et ça veut dire qu'il faut que ça soit 5 ou 7 ans, et donc je vais lui demander de gérer l'entreprise pour me rendre plus de l'argent que ce que j'ai investi dans un délai imparti, et donc ça veut dire qu'il y a des moments où on fait des mauvais choix à long terme parce qu'on privilégie le court terme. Et ce court terme oriente forcément les décisions qui sont prises, c'est-à-dire qu'en général, bon, j'ai rarement vu effectivement dans le domaine d'activité que je connais des investissements de fonds qui aient créé de la valeur ou qui, en tout cas, aient fait en sorte que il y ait effectivement une valorisation, un déploiement qui soit conséquent dans la durée. Il y a deux manières de créer de la valeur, soit pour un fonds d'investissement, soit on réduit les coûts, on optimise, on fait de la productivité, bon, très bien, avec des décisions court terme, soit on crée de la valeur en faisant du développement des acquisitions. C'est-à-dire qu'on fait du build-up, bon, c'est-à-dire à partir d'une entreprise donnée, on se dit qu'il y a une opportunité de faire de la croissance en rachetant d'autres entreprises. Et là, évidemment, la mariée, elle est plus belle parce qu'elle a grandi en termes de périmètre. Et donc, au moment où l'entreprise va se revendre,
la valeur, effectivement, de départ peut être plus importante en créant quelques synergies qui sont des synergies quelquefois administratives. Hein. On avait 4 sièges parce on a acheté 4 entreprises, on n'en fait plus qu'un. Bon, ça fait des économies naturelles. Et donc, rien que ça crée de la valeur. Oui, les sièges sociaux, donc. Les sièges sociaux et Ouais. tous les services administratifs. Oui, puis j'avais 3 directeurs financiers, et ben maintenant j'en ai plus qu'un, etc. Ok. Voilà, donc, bon, j'ai eu à conseiller ces fonds-là pendant 1 an ou 2. Bon, on m'a fait aussi des propositions pour diriger les entreprises, mais pour une petite histoire, une d'entre elles, c'était justement celle que je venais de quitter, donc j'ai pas donné suite. Et je me suis dit, bon, maintenant, j'aimerais m'investir dans une entreprise qui soit un petit peu la synthèse de tout ce que j'ai connu et tout ce que j'aime, c'est-à-dire le monde de l'industrie, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Le monde de l'entreprise familiale, ça c'est un ADN qui, dans les 3 types d'actionnaires que j'ai connus, ou d'actionnariat que j'ai connus, elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Il ne faut pas croire non plus que c'est absolument le mal quand c'est coté, le mal quand c'est un fonds d'investissement, parce que ça fait aussi beaucoup progresser les entreprises. Mais c'était quand même là que je me sentais le plus à l'aise. Pourquoi? Parce que, justement, il y a toujours dans une entreprise familiale, je dirais, enfin en tout cas toujours, dans celle que j'ai pu connaître, dans les environnements que j'ai pu connaître, une volonté de rendre l'entreprise pérenne, c'est-à-dire de s'interroger sur le devenir de l'entreprise. Oui, parce que l'objectif c'est de transmettre en fait. C'est toujours de transmettre. Aux enfants, donc pour ça on fait des investissements et on prend des décisions à 20, 30, 40, 50 ans. Exactement. Alors c'est vrai qu'il faut aussi choisir la famille pour laquelle on veut travailler, parce que les optiques ne sont pas toujours les mêmes. Il y a aussi des familles, moi j'ai connu aussi des familles dont la seule optique c'était de vendre. Donc la mission, si je l'avais acceptée, c'était de vendre l'entreprise à un horizon fixé. Donc là, évidemment, on se retrouve un petit peu dans un ADN de fonds d'investissement, de private equity, où là, on est plutôt dans l'optimisation et on travestit un petit peu ce que peut être l'ADN de l'entreprise. Donc là, il faut bien choisir. Oui, c'est important. Quand on prend le temps de réfléchir et qu'on ne répond pas seulement à une sollicitation, c'est, je dirais, un moment où, quand on a acquis une certaine expérience, on se dit, bon, ben voilà, dans quel monde j'ai envie de fonctionner, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je sais faire, et qu'est-ce que j'ai envie d'exercer. Donc là, j'ai eu la chance et l'opportunité de trouver une entreprise qui alliait un petit peu ce que j'aimais, qui était un peu une synthèse de tout ce que j'avais vécu, donc entreprise familiale, toujours au carrefour d'un actionnariat du monde anglo-saxon, avec des réalités opérationnelles françaises, et quelque chose qui était proche du monde de la construction et du bâtiment. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai rejoint ce qui s'appelait à l'époque le groupe Muller, en 2020. Et qui est devenu le groupe Intuis. Qui est après devenu le groupe Intuis. Donc alors là, une entreprise formidable où j'ai pu vraiment mettre en place beaucoup des idées que je pouvais avoir sur ce qu'était une entreprise et la façon dont elle devait fonctionner. Et j'ai transformé, pas moi tout seul, avec les équipes existantes, avec du 109 que j'ai fait venir, transformer profondément l'entreprise sur sa dimension commerciale d'abord, parce que c'était une entreprise industrielle faite d'ingénieurs et où le client n'était pas forcément la préoccupation majeure de l'entreprise, la rationalisation d'outils industriels, la rationalisation de la politique de marque, et puis la simplification, parce qu'il y avait, à la taille d'une ETI, beaucoup de complexité administrative, et que c'était un peu paralysant pour l'entreprise. Ça veut dire quoi, la rationalisation de la production industrielle? Ça veut dire, dans une entreprise qui en l'occurrence avait 6 usines, faire en sorte qu'elle fonctionne de manière assez complémentaire, et non pas en silo. L'ADN de cette entreprise, c'était beaucoup de fonctionner de manière très cloisonnée, c'est-à-dire sans reflet d'une entreprise qui, avec un nom unique, avait une réalité de fonctionnement faite de synergie, faite de complémentarité et faite d'une optimisation de fonctionnement. C'était plutôt, je dirais, oui, chaque usine produisait pour ses marques. Exactement. Et si jamais il y en avait une qui était en rupture de stock alors que l'autre vendait, arrivait pas au contraire avec des stocks, tout ça, ça se parlait pas, quoi. Tout à fait. Ce qui avait comme conséquence, parce que c'est très lié aussi au fait qu'il y avait plusieurs marques, finalement, l'entreprise finissait quand même par fabriquer les mêmes produits, les vendre sous des marques différentes, et donc quand c'est comme ça, quand
quand 3 équipes commerciales rencontrent le même client, la seule bataille qui vaille, c'est le prix. Et donc, forcément, ça a été, quand je suis arrivé, 10 années de dégradation de la marge, parce que c'était l'argument majeur, ou en tout cas la force majeure qui permettait à chacune des équipes commerciales de se battre les unes contre les autres. Ouais, parce qu'en fait, les commerciaux du même groupe se faisaient concurrence. C'est ça. Ok, donc toi, tu arrives là-dedans. Et j'arrive là, dans cette entreprise qui avait un passé glorieux, qui avait à l'époque un peu plus de 60 ans d'existence, une entreprise familiale avec à l'époque encore 2 actionnaires, un actionnaire majoritaire qui était une famille irlandaise, la famille Naughton, et puis un actionnaire minoritaire, la famille Turkettil, qui était à l'origine de cette entreprise qu'il avait fondée. Un vrai enjeu, quoi. Déjà, alors là pour le coup, 2 actionnaires familiaux pour commencer, donc une petite complexité quand même, même s'il y en avait un majoritaire et un minoritaire, et la volonté de faire en sorte de sortir de la situation compliquée dans laquelle était l'entreprise à ce moment charnière. Alors 2020, il y a le Covid, il y a tout un tas de réalités liées à l'environnement, à la réglementation qui pénalise un peu l'entreprise. Et donc essayer de faire en sorte de trouver un plan de sortie qui ne soit pas un plan de sortie justement à la hussarde ou radical. Je me rappelle que la première discussion que j'ai eue avec l'actionnaire quand j'ai été recruté, je faisais partie il y avait une vingtaine de candidats, ils m'ont dit la première chose à faire, c'est compte tenu de la situation, il faut fermer des usines et il faut mettre en place SAP. Et donc j'ai dit, écoutez, si vous avez déjà l'idée de ce qu'il faut faire, ne me prenez pas, je ne serai pas la meilleure. Je préfère que vous me donniez le temps de regarder la situation. Et à ce moment-là, je reviens dans 4 mois et je vous donne mon opinion sur ce qui serait souhaitable de faire. Ce qu'ils ont accepté. Et donc 4 mois après, je lui ai dit, écoutez, si on ferme les usines et si on met en place SAP, je vous garantis un truc, on va tuer la boîte définitivement. Donc, en expliquant que la force de l'entreprise avec ses ingénieurs, ses produits, sa notoriété malgré tout, c'était un ADN qui était extrêmement fort, reconnu, et qui manquait simplement une dimension commerciale qu'il fallait dynamiser, qu'il fallait vraiment mettre en avant pour que l'entreprise déploie sa pleine capacité, quoi. Et donc à partir de là, on a lancé un plan qui a permis d'aller dans ce sens-là avec toutes ces transformations nécessaires. Alors ça a été lourd parce qu'évidemment, quand on transforme une entreprise où certaines personnes avaient 40-45 ans d'ancienneté, c'est pas évident de s'adapter à des changements aussi lourds. Et puis, progressivement, ça s'est mis en place. On a bénéficié d'une période post-Covid qui était aussi porteuse. Il faut être honnête et reconnaître que c'est pas entièrement la transformation qui a donné ces résultats, mais je dirais jusqu'en 2023, on a connu une période faste et qui a été... qui n'a pas duré longtemps. Pas duré très longtemps. Mais en tout cas, on partait d'un niveau zéro et on est monté à un niveau important. Voilà. D'accord. Donc te voilà dans une entreprise familiale avec un actionnariat à majorité irlandaise. Comme quoi, on peut avoir des entreprises familiales florissantes et qui se comportent très bien avec des capitaux qui sont étrangers. Ah ouais, complètement. Je sais pas, c'est pas une tare. Moi, je n'ai vécu que des réalités actionnariales, en tout cas en dehors de leur nature, qui étaient des réalités anglo-saxonnes avec des réalités opérationnelles françaises. La particularité peut-être des entreprises que j'ai dirigées, c'est qu'une fois qu'un actionnaire anglo-saxon fait confiance, à ce moment-là, il laisse une très large autonomie de fonctionnement. Ce qui n'est pas toujours vrai dans des entreprises purement françaises où la proximité de l'actionnaire fait que il y a toujours un contrôle. Il y a un peu de micromanagement, quoi. Quasi. Donc, en tout cas derrière l'épaule, et assez permanente, c'est quelque chose dont les actionnaires peut-être français familiaux ont un peu plus de mal à se départir. Je ne dis pas que c'est une réalité dans toutes les entreprises, mais en tout cas, j'ai pu constater dans certaines entreprises de cette nature que c'était un des traits de caractéristique. Alors que là, il y a la distance et la confiance sur des sujets qu'on aborde avec l'actionnaire qui font que
voilà, retrouver une autonomie et une liberté de manœuvre, c'est quand même quelque chose qui est confortable et qui permet d'agir sur les directions qu'on veut prendre. Tu arrives dans ce secteur qui est un secteur que tu peux peut-être présenter, mais où on va beaucoup parler de soit construction, soit rénovation énergétique de bâtiments. Euh, Tu peux nous décrire un petit peu l'intérêt de ce secteur? Enfin, il y a un enjeu. Enfin, tu arrives là-dedans, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu choisis ce secteur? Alors, euh, le secteur, c'est celui de la transition énergétique. C'est, je dirais, l'enveloppe environnementale de ce métier. Et le métier, c'est la conception et la fabrication d'équipements de confort thermique, c'est-à-dire concrètement, pour cette entreprise, du chauffage électrique, des radiateurs, des pompes à chaleur, RO, et puis des chauffe-eau thermodynamiques. Donc deux réalités d'un même je dirais, écosystème, c'est-à-dire participer à cette transition énergétique qui est déjà dans toutes les têtes à ce moment-là, pour contribuer à la décarbonation. C'est-à-dire qu'on est dans une période où on a la volonté de sortir des énergies fossiles pour toutes les raisons, les bonnes raisons qui ont été évoquées maintes et maintes fois, c'est-à-dire sortir de l'effet de serre, contribuer à amoindrir l'effet de réchauffement climatique et travailler pour ça en profondeur sur un des gros contributeurs de ce réchauffement, qui est le bâtiment, le monde du bâtiment. Plus l'enjeu de souveraineté énergétique, puisque là, tu es sur de l'énergie qu'on peut produire en France. Les équipements dont on parle sont alimentés par une énergie électrique. L'énergie électrique, par essence, décarbonée en France, puisque à 75%, elle est d'origine nucléaire. Voilà, dans ce qui concerne la partie production. Et puis, à côté de ça, il y a l'hydraulique, les énergies renouvelables, éolien et solaire, qui fait que plus de 90% de l'énergie électrique produite en France est décarbonée. Donc, voilà, je dirais, on est dans un monde qui, par essence, correspond à coche beaucoup de cases dans ce qui fait, je dirais, la réalité, ce vers quoi on veut tendre, c'est-à-dire les sujets à la mode de l'écologie, les sujets de la décarbonation, les sujets de la transition énergétique, de l'indépendance vis-à-vis des énergies fossiles, puisque très rapidement, 2022-2023, on rentre dans une guerre, un sujet géostratégique qui nous rend, qui montre que dépendre des énergies fossiles présente un risque. On commence à parler donc du coup de souveraineté. Et donc tout ça fait qu'on coche beaucoup de cases sur une entreprise comme ce qui est devenu Intuis en 2022, puisque là pour le coup, voilà, il y a une attention qui est prêtée sur ce qu'on produit. On est les seuls à produire nos pompes à chaleur entièrement en France. Voilà, ça crée évidemment un vrai engouement pour ce que nous sommes. Et on surfe aussi là-dessus en disant que voilà, notre particularité dans ce monde qui est très alimenté par une industrie asiatique. On fait figure un peu alors certes de petits poussets, mais qui a, je dirais, toutes les cartes en main pour valoriser l'équipement d'origine France. Et c'est pour ça aussi que voilà, il y a tout notre engagement dans la certification Origine France Garantie, la participation au FFI et tout ce qui va permettre de valoriser auprès des clients la particularité, enfin, la proximité des équipements que nous fabriquons, puisque tout est fabriqué en France, par rapport à des produits qui viennent de l'extérieur. Donc là, on a parlé du type de l'entreprise. Entreprise familiale, tu voulais retrouver tu voulais en tout cas t'essayer à cette configuration qui est un petit peu au croisement de tout ce que tu avais pu faire avant. Mais hors caméra, tu me disais que tu avais en tout cas un intérêt particulier pour ce secteur, qui était là aussi à la convergence de beaucoup d'enjeux sociétaux, climatiques, économiques, et qui cochait beaucoup de cases. Tu peux nous faire un peu le pitch sur les grands enjeux qui t'ont séduit? C'est vrai que quand on se pose la question de savoir dans quel environnement on a envie de travailler,
pour moi, c'est une question fondamentale. C'est une question à laquelle j'attache beaucoup d'importance, c'est le sens. Le sens de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire, de ce à quoi on veut contribuer. C'est vrai que la question de l'environnement, moi, m'a toujours beaucoup animé. Pas forcément de manière écolo, avec une forme comment dirais-je, de prêche, en fait, sur l'écologie, qui a sa raison d'être, mais qui, quand on la pousse un petit peu dans l'ensemble des éléments qui en font quelque chose de cohérent, euh, m'a conduit à me dire, mais bon, qu'est-ce que c'est que ces problématiques d'environnement, qu'est-ce que c'est que ces problématiques de transition énergétique, qu'est-ce que ça veut dire, et où est-ce qu'on peut être le plus utile dans la manière d'y contribuer. Ben, moi, je suis absolument convaincu que ça commence par le fait de produire localement. Ça, je suis très attaché à ça. Je pense que tout ce qui est produit en France, pour moi, participe au premier chef à la contribution à cette transition énergétique. Donc, dans cette réalité, associer le monde de l'industrie auquel je suis aussi attaché, le fait de produire local et d'avoir des produits qui sont directement contributeurs, bah, pour moi, voilà, le sens, il était complètement là. Alors, c'est évident que quand on regarde aujourd'hui, si je compare les produits qu'on fabrique en France avec ceux qui, pour la plupart, viennent d'ailleurs, de made in ailleurs, il y a... Asie, non? Comment? Asie, Beaucoup Asie. L'essentiel de mes concurrents sont asiatiques. Je me dis, mais est-ce que les gens réfléchissent au voyage qu'a fait le produit qui se trouve chez eux, certes de manière vertueuse pour produire une énergie décarbonée, mais rien que ce qu'on appelle l'impact carbone, très à la mode aujourd'hui, du trajet qu'a fait ce produit, bah, ça pose question. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, si j'avais un discours purement rationnel, purement financier, où je disais, mais finalement, quelle est la meilleure manière d'être rentable dans ou en tout cas une industrie qui a un avenir, c'est certainement d'aller produire ailleurs. Mais la logique et le sens qu'on veut y donner, ça nous ramène quand même à des réalités françaises, puisque, quand je dis françaises, c'est surtout proche de leur utilisation. Pour moi, la logique, elle est là. Donc rester dans cette cohérence me paraît frapper au coin du bon sens et je dirais que par rapport à ça, à partir du moment où on défend cette réalité, on défend cette souveraineté industrielle, on défend des produits qui sont contributeurs de la décarbonation pour laisser à nos enfants une planète qui soit, je dirais, la plus saine possible, bah là on est dans une cohérence que j'ai envie de construire. Donc modestement, parce que je dirais une ETI, mais ETI, c'est entreprise de une taille entreprise de intermédiaire. taille intermédiaire, Ouais. c'est-à-dire, voilà. Combien d'employés? Alors, Intuis aujourd'hui, c'est un peu plus de 1000 salariés, c'est 250 millions de chiffre d'affaires, donc une vraie ETI, quoi, c'est plus gros qu'une PME. Et 6 usines donc, pour fabriquer nos produits. Voilà, on est dans une cohérence de proximité où on a à grandir pour se faire connaître à l'ombre des mastodontes, encore une fois. Mais je pense que si on est capable d'expliquer ce qu'on fait ou la cohérence d'ensemble, ça parle, à mon avis, ça doit parler à des consommateurs qui sont aussi de plus en plus sensibles à ces questions-là. Pas seulement les jeunes, même les seniors commencent à se poser des questions et s'interroger. Et le pari, il est là. Le pari, il est de dire, si on est capable d'expliquer qui on est, ce qu'on fait, à quoi on contribue, alors on a fait une grande partie du chemin. Alors, là-dessus, je te coupe. On a interviewé il n'y a pas très longtemps un autre membre des Forces françaises de l'industrie qui a fait toute sa vie dans le textile. François Pouech d'Alizac, qui lui nous sortait une étude, enfin faisait référence à une étude qui disait que 78%, enfin, je ne sais plus 78 ou 80, enfin bon bref, en gros une très grosse majorité de Français disaient je veux soutenir le Made in France. Et en fait, seuls 3% d'entre eux achetaient des vêtements Made in France. Alors il y a un problème d'offre, hein, c'est sûr que maintenant c'est plus rare, mais la réalité c'est qu'il y a une différence très importante entre la déclaration, le sentiment éthique de vouloir contribuer et la réalité de l'action. Ça, toi, parce que quand tu dis, voilà, on explique aux gens que d'abord, ce sont des matériaux qui sont performants, hein, puisque c'est pas carboné derrière. Donc, et en plus, c'est fabriqué en France, donc c'est encore plus vertueux.
Est-ce que tu penses que cette prêche, ça suffit ou il faut d'autres caractéristiques de l'entreprise et du produit pour être performant? C'est toute la différence entre l'intention d'achat et l'exécution. Effectivement, il y a un écart important. Pourquoi il y a un écart important? Parce que la première réalité qui parle au consommateur, c'est le prix. Et qu'on le veuille ou non, le prix d'un produit qui vient d'Asie est considéré comme moins cher que ce qui se fabrique en France. Alors je dis considéré comme, c'est un petit peu comme si je remettais en cause cette réalité. C'est pas vrai, effectivement, ces produits sont moins chers. Et là, on va rentrer dans une réalité qu'il faut absolument mettre aussi sur la table, c'est que on a des règles du jeu qui font, je vais utiliser le terme directement, une distorsion de concurrence qui pose difficulté. Pourquoi il y a cet écart entre l'intention et l'acte d'achat? Il y a une différence de prix qui est très liée au fait que les produits qui viennent d'Asie et de Chine en particulier sont des produits ou des fabrications aidées, ce qui n'est pas possible Aidé en France. par le gouvernement chinois. Par le gouvernement chinois. Hein, de manière, j'étais en Chine encore il n'y a pas très longtemps et les fabricants le disent clairement, quoi. Ils sont aidés sous diverses formes dans les investissements, dans la manière de créer les conditions d'export. Et c'est une réalité face à laquelle on se trouve. Alors quand on rajoute à ça le fait que pour ce qui concerne nos produits aidés par des subventions du type MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie, l'aide, elle est indifféremment pour des produits fabriqués en France ou des produits qui viennent d'ailleurs. On se dit qu'effectivement, il y a des règles du jeu qui sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors je t'arrête là-dessus. Ce que tu dis, ça veut dire que les Chinois aident leurs produits pour en abaisser le coût jusqu'à 20%, quasiment, je crois, et que ça soit plus compétitif que les tiens, par exemple, quand ça arrive en France, alors que la France aide tous les produits. C'est-à-dire que l'objectif du gouvernement français, c'est pas de dire je veux que ça soit des pompes à chaleur Intuis et que Intuis grossisse et parte à l'export et soit une belle entreprise qui emploie plein de gens et les paye très bien. C'est de dire je veux installer des pompes à chaleur, donc je vais subventionner n'importe quel type de pompe à chaleur. Alors que les Chinois, eux, ils n'aident que leurs industriels. C'est deux différences d'aide. Quand on parle de l'aide des Chinois, c'est une aide à la fabrication, donc à l'industriel. Oui. Et quand on parle des aides en France, en Europe, en France en particulier, c'est une aide à l'installation, donc une aide qui va directement au bénéfice de l'utilisateur ou du consommateur final. Donc on a une Chine qui se comporte comme un pays de producteurs et nous comme un pays de consommateurs. C'est ça. On peut aussi présenter les choses sous cet angle-là. Et donc il y a, pour revenir à la question, une vraie distorsion de concurrence qui fait que la lecture du consommateur, certes, il a envie de soutenir, je pense que sincèrement, il a envie de soutenir l'industrie locale. Il préférera acheter français que chinois, mais il bute sur le prix. Et là, derrière tout ça, on pourrait aussi dire énormément de choses, mais le fait d'avoir vécu 30 à 40 années de désindustrialisation et donc de ne plus être en capacité à produire suffisamment en quantité pour les besoins de consommation en France, fait qu'évidemment, moins on produit, plus les prix de revient sont élevés. Oui, parce qu'il faut faire des volumes en fait dans l'industrie. Le secret, c'est ça. Pourquoi les Chinois effectivement ont des prix de revient qui sont inférieurs aux nôtres? Alors il y a les aides et il y a aussi le fait qu'évidemment sur les quantités ils sont sur des volumes bien plus importants que les nôtres. Si on avait les mêmes volumes chez nous ou des volumes en tout cas comparables à ce qu'on est capable de vendre sur le marché français et sur des pays européens, on n'aurait absolument aucune différence. Alors justement là-dessus, rebondissons sur ce que tu viens de dire. On a une France qui, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, je pense que c'est à peu près ce moment-là, qui se dit, bon, on va accélérer sur la transition écologique, notamment avec Nicolas Hulot, et on dit, l'un des éléments, c'est ce qui se passe sur les bâtiments. Les bâtiments, c'est l'un des gros contributeurs, j'allais dire, à l'envoi d'un certain nombre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pas forcément uniquement par la construction, mais aussi par l'entretien du bâtiment, notamment parce qu'il faut se chauffer. Donc,
on va électrifier tout ça, ça tombe bien, on a tout ce qu'il faut pour. Bon, à l'époque, ils voulaient sortir du nucléaire, hein, mais ils sont revenus. Mais enfin, en tout cas, il y avait quand même cette intention. Et là, au lieu de faire un plan qui est de dire on va concentrer cet argent sur les quelques industriels qui produisent en France, ça on aura une filière, on va maîtriser tout ça, on va être souverain, et en plus, c'est de l'argent qui va contribuer à notre économie. Il y a eu plutôt une démarche qui a été de dire, quelle que soit la pompe à chaleur, quel que soit le matériel de chauffage, je ne sais pas si c'est idée d'ailleurs, le chauffage, c'est indistinct par rapport à la provenance. C'est ça que tu dis. C'est-à-dire qu'on aurait pu se focaliser et vraiment créer une filière puissante, comme l'ont fait les Chinois sur un certain nombre de choses chez eux, hein, parce qu'un beau jour, ils ont dit on ne veut plus de scooters thermiques. Donc tout le monde a rendu son scooter thermique, on a filé un scooter électrique. C'est comme ça qu'ils ont fait des filières industrielles. Et ça, nous, on ne l'a pas fait. On l'a pas fait parce que quand on prend, alors ça a d'autant plus de valeur aujourd'hui, les trois grands blocs économiques mondiaux, les États-Unis, la Chine et l'Europe, la particularité de l'Europe, c'est de s'être construit sur des valeurs de libre circulation. Ce qui prédomine, c'est pas la puissance économique, c'est d'assurer des règles du jeu qui favorisent la libre circulation et donc la libre concurrence. On sait bien qu'on a tous les organismes pour contrôler que tout ça se passe bien. C'est pas du tout l'approche des Chinois, c'est pas du tout l'approche des États-Unis. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, si la règle du jeu est celle-là, il n'y a pas de raison de privilégier davantage une filière industrielle française. J'ai essayé, moi, par exemple, sur des composants qu'on utilise dans la fabrication d'une pompe à chaleur, composants qui n'existent plus quasiment qu'en Chine en fabrication. Ça s'appelle le compresseur. C'est un peu le moteur d'une pompe à chaleur. De dire, mais est-ce qu'il ne serait pas intelligent de se dire qu'avec tous les industriels qui existent encore en Europe, on puisse recréer cette filière qui a disparu. La réaction immédiate, c'est de dire, oui, mais comment ça se passait sur le droit de la concurrence? Plutôt de se dire, mais est-ce qu'on n'a pas un vrai risque à dépendre d'une filière qui va être exclusivement chinoise dans très peu de temps? On a préféré se dire, mais oh là là, en termes de concurrence, qu'est-ce que ça va donner comme impact? Donc c'est très symptomatique. Réponse juridique et administrative à une question qui aurait pu être traitée sous la forme stratégique et économique. Bien sûr. Donc on est sur des règles. Alors tout ça, c'est parce que tu parles du début de l'époque du président actuel. Ouais. Je dirais que les choses ont évolué quand même depuis. Depuis récemment, moi j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le ministre de l'économie, alors pas l'actuel, mais le précédent, Bruno Le Maire, pour essayer de voir en quoi la dimension de souveraineté était quand même quelque chose à laquelle il fallait faire attention si on voulait ne pas être trop dépendant de ces blocs économiques. Alors ça s'est accentué évidemment avec les problèmes géostratégiques et la guerre en Ukraine, ça s'est réaccentué avec les menaces tarifaires de Donald Trump. Tout ça a créé une espèce de cristallisation et de prise de conscience que finalement l'approche souveraine, c'est peut-être pas une idée idiote, parce que si on ne veut pas dépendre entièrement de ces blocs qui, encore une fois, ont des logiques complètement différentes des nôtres, on a peut-être intérêt à agir ou réagir. Donc là, il y a une prise de conscience. Mais on n'en est que à la prise de conscience. C'est-à-dire que dans les actes, tu les vois comment les alors, actes Parce que qu'est-ce qu'il faudrait faire en gros? Il faudrait protéger le marché pour pour laisser un petit peu aux industriels l'espace nécessaire pour se développer, non? C'est même plus un mot tabou. C'est-à-dire que quand on écoute le président Macron, lui-même utilise ce terme de nécessité de protéger notre industrie et donc de mettre aussi toutes les barrières qui vont protéger notre industrie. Aujourd'hui, on en est réduit à ça parce qu'encore une fois, on a besoin de passer par une période de protection. Si on veut aujourd'hui retrouver une filière qui a ses lettres de noblesse au même titre qu'elle l'a ailleurs, il n'y a pas de raison qu'on soit pas capable de faire aussi bien que ce que font les Chinois aujourd'hui. Donc pour ça, il faut effectivement une période de protection, une espèce de cordon sanitaire, si on peut dire, pour redonner du souffle à notre économie, notre capacité de production. Donc ça passe par un temps de cette nature, de manière à retrouver l'élan nécessaire et le souffle nécessaire pour qu'on ait une vraie industrie, une vraie production européenne sur ce sujet. Donc évidemment, c'est ce qui fait aussi encore débat, polémique. Et je prends un exemple dans notre domaine, c'est en 2023, Emmanuel Macron annonce qu'il veut 1 million de pompes à chaleur fabriquées en France. Alors déjà,
C'est intéressant parce qu'il le sort comme ça, et tous les ministères s'interrogent et nous interrogent en disant mais on est à combien quand on dit 1 million? Alors à l'époque, on parlait encore de 300 000 pompes à chaleur installées en France, et il y a une confusion entre installer et produire. Déjà, avant que ça monte au cerveau, c'est déjà un premier crantage qu'il faut faire. Donc on dit attention, parce que sur les 300 000, il y en a même pas un tiers qui sont fabriqués en France, bien loin de là. Ouais, tout le reste est importé. Tout le reste est importé, donc on ne parle pas de la même réalité. Et donc produire, ça veut dire avoir des moyens de production, capacité de production. Et on se dit, mais qu'est-ce que vous allez faire pour y arriver? Voilà, on voit bien que c'est essentiellement de la communication, parce qu'il n'y a pas de réalité derrière cette intention. C'est-à-dire que les usines dont tu disposes et dont disposent tes concurrents en France, nous permettent de toute façon pas de répondre à... De toute façon, on ne peut pas y arriver. Donc ça veut dire qu'il faut en construire des nouvelles. Alors, il faut d'autres moyens, bien sûr. Dans le pays où c'est le plus difficile de construire une usine au monde. C'est-à-dire que, je vais dire un gros mot, on reste encore le pays de l'ENA, et effectivement, c'est quelque chose qui crée il y a une complexité administrative qui fait que c'est pas aussi limpide que de construire une usine en Pologne, en Chine, n'en parlons pas. Même en Italie, en Allemagne, en Espagne, sans aller très très loin. On a besoin de s'assurer que l'environnement est propice, que les gens localement sont d'accord, qu'il n'y a pas une grenouille qui va se balader, qui va nous empêcher de commencer à construire. Enfin, il y a tout un tas de contraintes qu'on aime bien mettre en avant de commencer à démarrer. Mais je dirais que l'essentiel sur ce qui nous occupe, là, c'est pas tellement qu'on aurait pu commencer à construire des moyens de production, parce que ça n'a pas vraiment démarré. C'est plus de se dire, alors est-ce que ça vaut le coup d'y aller, de commencer, de se lancer dans une production réellement, sachant que voilà, on a aussi des mastodontes qui se sont déjà organisés pour de toute façon être prêts à inonder le marché avec des produits qui seront encore à des prix inférieurs à ce qu'on serait capable de fabriquer en France. Ok, et donc, quelque part, en fait, cette injonction noble de la part de notre président, qui était de dire « je veux 1 million de pompes à chaleur ». Ok, si je comprends bien, il mésestime la réalité, c'est-à-dire qu'il pense qu'on est à 300 000 pour aller jusqu'à 1 million. Bon, on se dit, allez hop, on fait x3. Alors qu'en fait, on part de 50 000, quoi. Oui, fabriqué en France, réellement, oui. Voilà, donc c'est un effort qui est quand même beaucoup plus considérable. Mais très bien. Bon, c'est, j'allais dire, ce qui peut justifier, en tout cas, ce qui peut appeler quelque chose qu'on a très bien fait par le passé, qui s'appelle la planification industrielle. Comme tu as vécu ça, c'est-à-dire une annonce, un objectif. Comment ça se passe? On a réussi? On n'a pas réussi. Concrètement, non. Alors, il y a eu 2 temps. Alors, qu'est-ce qui a foiré? Alors, il y a eu 2 temps dans les annonces. Il faut refaire un tout petit peu de flashback. Cette annonce-là, elle date de 2023. Bon, finalement, il ne se passe rien de concret derrière. On est questionné beaucoup par les ministères qui s'interrogent comment on va faire, comment on va y aller. Puis finalement, comme c'était un effet communication, il n'y a pas de réalité tangible où quelqu'un rappelle tous les jours la promesse qui a été faite et on se dit, tiens, on en est où, quoi. Il n'y a pas ça. Ouais, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est balancé, les journalistes le disent, et puis lui, après, il va partir. On est en pleine... la construction d'immeubles dans telle banlieue, on passe à autre sujet, voilà. Ou au football. On a la guerre en Ukraine. Bon, donc ça occupe déjà beaucoup les esprits. On a une complexité administrative d'accès aux aides. Alors, c'est un sujet un peu connexe, mais tout le monde a entendu parler de MaPrimeRénov' et de ce que ça signifiait comme complexité pour avoir accès aux aides pour passer d'une chaudière au gaz à une pompe à chaleur. Pourquoi on a besoin d'être aidé? Une chaudière au gaz installée, ça vaut 5 000 €. Une pompe à chaleur, ça vaut entre 10 et 15 000 € installée. Voilà. Donc ça veut dire, c'est vertueux pour l'injonction de dire à un foyer, vous allez changer pour passer à ça. Bon, déjà, il faut qu'il soit convaincu. Puis, injonction au nom de quoi vous allez m'obliger à investir dans quelque chose d'autre, alors que je suis chauffé, je suis bien chez moi, j'ai pas besoin, elle marche bien, ma chaudière au gaz, donc qu'est-ce qui vous prend de m'imposer ça? Je veux bien sauver la planète, mais dans ce cas-là, effectivement, aidez-moi, parce que là, je
Moi, j'ai rien demandé, quoi. Donc on n'y arrivera que s'il y a des aides. Bah, là, aujourd'hui, on est obligé d'en passer par là. Tout le monde a entendu parler des passoires thermiques. Passoires thermiques, ça veut dire du chauffage à l'énergie fossile, qui là, pour le coup, contribue de manière importante à, à produire des gaz à effet de serre. Donc, il ne s'agit pas de culpabiliser les gens qui y sont, parce que s'ils y sont, c'est que voilà, ça a été jamais remis en cause. C'est une réalité quand même assez récente. Il n'y a pas du tout à culpabiliser les gens là-dessus, mais simplement, passer de l'un à l'autre, ça suppose des investissements. Et quand les gens n'ont pas les moyens, on ne peut pas les obliger, effectivement, à changer voilà, donc, on met des aides. Donc, on met des aides. Alors, les aides, elles sont de deux natures. Il y a les aides gouvernementales, MaPrimeRénov'. Donc, il n'a échappé à personne que dans les 2 années précédentes, les ajustements budgétaires avaient besoin de trouver des coupes sombres pour faire des économies. Bah, ça, on s'est dit, alors, quelle est l'urgence, quel est le montant, quelle est la valeur? Donc ça fait le yo-yo, les oscillations permanentes. Bah oui, parce faut permettre aux gens de partir en retraite plus tôt. Donc cet argent-là, en fait, on l'a pris sur MaPrimeRénov' notamment. Oui, ça, il a fallu faire des économies. C'était une variable assez On fait assez des simple. choix en France, monsieur. Exactement. Ouais, C'est pas forcément les bons, mais on les fait. Bon, je vous laisse le soin de vos propos. Et ensuite, il y avait des financements plus privés. Alors, il y a ce qu'on appelle les obligés, hein, ceux qui polluent la planète, qui ont une dette énergétique, ceux essentiellement qui consomment de l'énergie fossile. Ils ont une dette. Hein, et cette dette, elle peut être remboursée par la contribution de ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent sur la table pour financer du travail d'isolation, de mise en place d'une pompe à chaleur, de changement des ouvertures, etc. Tout ça fait partie de cette logique. Et là, au moins, on va dire contrairement à ce qui s'est passé dans le passé, enfin, tout ce qui a eu lieu dans le passé, pardon, on contrôle la dépense de l'argent public et de l'argent des obligés. C'est-à-dire, on dit, OK, vous allez bénéficier de ces aides à condition de faire le travail requis pour y arriver. Vous faites de l'isolation très bien, on va quand même vérifier que c'est la bonne isolation que vous faites en fonction de ce qu'est votre bâtiment, de votre maison. Vous voulez mettre une pompe à chaleur, on va s'assurer effectivement que ça vous fait progresser en termes de performance énergétique, etc. etc. Donc, tout ça crée une lourdeur administrative et parfois, les gens se découragent en disant, bon, alors déjà, c'est un investissement. L'accès aux aides, il est dépendant d'un audit, il est dépendant de contrôles qu'on va réaliser, et je suis pas sûr du résultat. Donc, on me promet 10 000 euros, 15 000 euros pour changer ma chaudière au gaz contre une pompe à chaleur. Il y a un côté aléatoire sur le fait que j'aille le toucher ou pas. Bon, je vais ajourner, je vais repousser un peu mon investissement. Tout ça. D'autant qu'on demande en plus aux installateurs tout un tas de contraintes, si j'ai bien compris. Voilà, les contraintes, c'est celle-là. C'est-à-dire, le dossier à constituer pour avoir droit à ces aides, il est gigantesque. Il est énorme. Quand je dis que le pays de l'ENA, c'est un des symptômes. Oui, donc ça, c'est pas le particulier, c'est plus l'installateur qui subit les aides. Alors oui, mais alors l'installateur, il dit, écoutez, monsieur Dupont, vous avez le droit à des aides. Ne me demandez pas de constituer le dossier, je ne sais pas faire, c'est pas mon travail, débrouillez-vous. Et le particulier se dit, non mais c'est quoi, c'est 150 pages qu'il faut que je remplisse pour avoir droit à ces aides. Moi, je pas... Donc il est démuni. Et à ce moment-là, il y a des organismes, alors je ne vais pas dire opportunistes tout de suite, mais en tout cas des organismes qui se proposent pour pallier à cette difficulté à remplir un dossier. Et ça rentre dans le paysage des gens qui, effectivement, ils vont capter une partie des aides. Ils captent une partie des aides, ils font les dossiers, et ils contribuent ainsi à financer les opérations d'installation de ces pompes à chaleur, isolation, tout ce qu'on veut. Donc, comme d'habitude, quand on met 100, en se disant, voilà, je mets 100 sur quelque chose, il y a finalement la partie pour payer les fonctionnaires, l'administration, les types qui font les formulaires, les mecs qui contrôlent, les ménages, et puis ceux qui, devant cette complexité, vont en plus... des sortes de cabinets de conseil qui vont intervenir en disant, attendez, monsieur, moi je vais vous aider, et donc j'en reprends. Et à la fin, il reste quoi? Il reste 50%, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est 50%, moins ou plus, mais enfin, en tout cas, c'est assez considérable. Intellectuellement, les gens se disent, c'est fait pour changer ma chaudière au gaz et faire une pompe à chaleur. Donc on se dit, l'argent dont je peux bénéficier, ça va financer ma pompe à chaleur. Aujourd'hui, je peux dire que à peu près, c'est à peu près 25% de la somme
qui est consacré au produit lui-même et à son installation. Et tout le reste, c'est pour payer l'écosystème. De l'intermédiaire, voilà. Donc là, je mets un peu une bombe, là, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est la réalité. Ah oui, là, on est vraiment dans l'inefficacité totale. Sans parler, parce que moi, j'ai des gens de ma famille âgés qui l'ont vécu, toutes les arnaques. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est effectivement les malfaisants qui, effectivement, se débrouillent pour vendre leurs produits parce qu'ils sont intermédiaires et puis qui, du jour au lendemain, disparaissent. Une fois que les dossiers ont été constitués, etc., ils ont empoché directement, eux, l'argent. Et puis si l'installation n'est pas terminée, si l'installateur a tourné les talons... Si c'est du matériel défectueux. Si c'est du matériel défectueux, bah, voilà. Et alors, ça fait les choux gras de Lise Lucet qui est capable de parler de la pompe Afrique sur les pompes à chaleur. Effectivement, non, ça a été une réalité aussi, quoi. Ça a été une réalité. Ok, donc là, on a un beau système bien construit d'évaporation d'argent public sur une bonne idée qui... Pas que public, parce que aujourd'hui l'essentiel quand même, c'est les C2E, donc c'est les obligés de l'argent privé. C'est Total Energy qui, par exemple... Oui, mais ils auraient pu les taxer, j'allais dire. Oui, tout à fait. Quelque part, c'est une sorte de taxe qui est donnée à d'autres. On aurait pu faire un crédit d'impôt pour financer tout ça. Oui, et puis bon, les entreprises en question, voilà, elles auraient pu augmenter les salaires, elles auraient pu distribuer des dividendes, elles auraient pu plus investir, elles auraient pu faire plein de choses. En tout cas, on l'a pris pour rien, quoi. Enfin, à 75% pour faire autre chose que ce à quoi ça devait servir. Et on a mis en tête... par toutes les communications que tout le monde peut voir d'ailleurs sur les supports digitaux, qu'on pouvait acquérir une pompe à chaleur pour 1 euro, parce que ça vaut rien, quoi. Et ça fait un tort énorme à des réalités industrielles comme les nôtres, puisque la pompe à chaleur aujourd'hui, ça vaut 1 euro, quoi. Donc là encore, d'un point de vue pédagogique, forcer tellement le trait pour dire pour 1 euro, je vous installe une pompe à chaleur, le particulier, il perd le sens des réalités, quoi. Il se dit, bon, finalement, ça vaut rien, quoi. Le truc qui m'installe, là, je l'ai gratuitement. La conséquence pour un acteur comme nous, c'est de finalement dévaloriser complètement ce qu'on est capable de produire. Or, derrière une pompe à chaleur, il y a de la R&D, il y a du développement, il y a de la recherche, et ça, c'est encore plus dommageable que le reste. C'est-à-dire qu'on finit par ancrer l'idée que ça vaut rien. Et puis autre chose. On se passe du contrôleur le plus efficace de savoir si le boulot est bien fait, c'est-à-dire celui qui va en bénéficier. Si moi je paye quelque chose, je vais regarder en disant « Attendez, est-ce qu'on met le bon modèle? Est-ce qu'il est vraiment efficace? Est-ce qu'il est mieux que l'autre? Est-ce que tout ça ?» Si c'est gratuit et que c'est pas de ma faute, je regarde pas, quoi. Ok, bon, encore une fois, un truc qui marche, quoi. Comment ça évolue? Tu dis quand même qu'il y a une prise de conscience au niveau de l'État. Oui. Alors moi j'ai quand même l'impression, ça fait un moment qu'on se fréquente, j'ai bien vu d'autres secteurs économiques, industriels notamment, où pendant des années, les industriels se font défoncer par la concurrence, notamment chinoise. On finit par prendre une mesurette avec 3 ans de retard et noter le het, c'est-à-dire que ça ne suffit pas. On en est où sur les pompes à chaleur? Il y a vraiment eu des décisions qui sont à la hauteur des enjeux et de la menace, ou c'est juste un pas là où il aurait fallu en faire 10? Alors, il y a quand même une réalité qui va dans le bon sens, c'est-à-dire que tous les travers que je viens de décrire sont quand même pris en compte, il faut dire les choses. Alors, on y a contribué. Moi, je me rappelle d'échanges intéressants que j'ai pu avoir avec le ministre de l'économie, les ministres de l'économie, le ministre de l'industrie, pour expliquer un petit peu les travers que sont la distorsion de concurrence, que sont la concurrence déloyale, que sont tous ces éléments, parce que ça va même jusqu'à du dumping. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça aboutit à alors ce sont encore des règles du jeu ou des lois, mais qui vont attacher les aides quand même à de la production locale. Alors locale, c'est pas français, c'est Europe déjà, mais c'est de dire l'éligibilité des aides va dépendre du lieu de production. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se produire aujourd'hui, puisque pour ce qui concerne la France, ça va être... Ça passe. Ça passe, c'est une conditionnalité qui va être effective à partir du mois de septembre, donc c'est immédiat. On est les premiers pays européens à agir ainsi. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence par contre? C'est que
comme nous, on réagit avec un certain retard. Par contre, les acteurs asiatiques, ils ont compris ce qui allait se passer. Et la plupart s'installent maintenant, installent des usines en Donc ils vont Pologne, en produire en Tchéquie. France. Non, pas j'ai en Europe. La règle, Ah! c'est l'Europe. Oui, d'accord. Donc évidemment, ils savent très bien qu'en France, ça prendra 3 ans, donc ils seront plus éligibles. Donc on En a Pologne, noté que, c'est 3 mois, et donc ça va vite. ouais, et puis on a noté que la Bulgarie venait de rentrer aussi. Bulgarie, c'est quoi? C'est le SMIC à 600 euros. Voilà. Hein, donc Ça, toi, c'est tu as autre toutes les chose. contraintes du monde parce qu'il faut que tu sois respectueux de la biodiversité, du droit social, du droit machin, du droit truc, des 3000 pages de code du travail quand il n'y en a que 70 en Suisse. Et je ne sais pas combien il y en a en Bulgarie, mais pas beaucoup. Et donc là, pendant qu'on te charge comme ça, on dit Bulgarie welcome, voilà des aides, et en plus on a des salaires à 600 euros. Ce sera une autre forme de distorsion de la concurrence, et ça On met au avait cœur. besoin quand même d'avoir un petit peu de challenge, c'était trop facile jusqu'à maintenant. C'est tout le travers du Made in Europe. On sait très bien que l'Europe n'est pas une unité sociale, fiscale, qui est un modèle. Et effectivement, les ratios de salaire, des bas salaires entre la France et la Lituanie, la Bulgarie et tous les pays qui font partie de l'Europe, ça va créer une autre forme de concurrence. Hein, puis on va faire du dumping social, hein, le fameux dumping social, de cette manière-là. Donc Made in Europe qui se veut être une bonne idée au départ, va avoir des travers énormes. C'est sûr que c'est ce qui va se produire comme conséquence d'une bonne idée, d'une bonne intention. Mais encore une fois, ça va créer d'autres types de contraintes. Tout ça ne va pas dans le sens de renforcer complètement le produit en France, l'industrie en France. Et c'est un peu ça ce qui est le dommage, parce que on crée de la valeur uniquement en produisant. Donc il est absolument indispensable de retrouver un chemin du produire en France. Ce que je décris pour nos équipements de confort thermique est une réalité qui existe dans le monde agroalimentaire, dans le textile, tu en as parlé, dans un certain nombre d'autres domaines où finalement on peut faire des comparaisons qui sont, je dirais, au vocabulaire près, exactement les mêmes réalités. Ok, est-ce que tu vois un autre sujet à aborder? L'autre sujet qui pourrait être un modèle reste celui de la commande publique. Un sujet qui vraiment est au cœur de nos préoccupations et qui montre à quel point aussi, parce que bon, on sait qu'en France, on a du mal à dire France sans rajouter Europe derrière. Voilà, on a un peu de mal. Là où d'autres pays n'ont strictement aucun mal. Hein. Les Allemands n'ont pas de mal à dire Allemagne, les Italiens n'ont pas de mal à dire Italie, les Espagnols n'ont pas de mal à dire Espagne. Aujourd'hui, la commande publique est fléchée à peu près 15% vers des entreprises françaises. Et quand on met ça en avant... Tu veux dire qu'ils produisent en France, parce qu'il y a des entreprises françaises qui sont des importatrices. Tout à fait. Oui. Produisent en France, qui produisent localement. Et quand on met cette réalité devant le monde politique, on dit ouais, mais règles européennes, etc., on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors c'est se cacher derrière une réalité qui est un peu fausse, puisque l'Allemagne, qui jusqu'à preuve du contraire fait aussi partie de l'Europe, ce niveau de fléchage est de 80%. Donc 80% de la commande publique est fléchée vers des entreprises allemandes. C'est donc une question d'intention, de mentalité. C'est ce qui fait la grosse différence entre ces deux locomotives, on va dire. En tout cas, c'était des locomotives de l'Europe il y a encore quelques années. On est plutôt locomotive, mais de la dette. Chacun sa spécialité. La réalité, en tout cas, c'est que pour rembourser une dette, il faut créer de la valeur. Pour créer de la valeur, il faut produire. Et que si on avait l'intelligence ou le bon sens, plus que l'intelligence, de se dire mais pourquoi on ne ferait pas travailler nos entreprises françaises, eh bien, on créerait, ne serait-ce que pour atteindre 50% de ce fléchage vers les entreprises françaises, je crois qu'on créerait la bagatelle de 150 milliards de valeur supplémentaire. C'est quoi la dette? 3 000 milliards? Un peu plus. Bon, c'est une petite partie, quoi. C'est pas l'épaisseur du trait, c'est un truc qui commence à peser. Moi, quand je vois... Ma fille vient de faire ses journées de citoyenneté. Elle a eu un joli petit sac en toile, dans cette journée orchestrée, et c'est un sac made in China. Il y a des gens qui ont réagi, qui ont aussi des enfants qui ont vécu la même chose, et des producteurs de textiles qui ont dit mais attendez, mais pourquoi on ne nous a pas demandé de fabriquer ces sacs? Moi, j'aurais très bien pu les faire. Et je pense qu'il y a une réalité qui est que l'homme politique se dit mais c'est pas possible, ça n'a pas existé en France. Moi, j'ai souvenir, je ne vais pas le nommer, d'un homme politique très en vue
qui a visité une de nos usines de fabrication de radiateurs, qui à la fin de la visite a dit « Je ne savais pas qu'on faisait ça en France ». Tu lui as appris un truc. Bah, il a découvert lui-même, il a découvert lui-même, on fabrique ça en France, ah bon. On a plein d'exemples qu'on pourrait citer, notamment au moment des Jeux Olympiques, où il y a eu des choses qui se sont passées. Il n'y a pas de réflexe politique pour se dire, mais est-ce qu'on n'interrogerait pas d'abord des entreprises pour savoir si elles ne seraient pas capables, alors même si elles ne le font pas, elles pourraient peut-être investir, ça a peut-être un intérêt pour elles. Commencez par ça, quoi. Intéressons-nous d'abord à nos entreprises. Je pense que c'est quand même le propre d'un État souverain et de politiques, d'hommes et de femmes politiques nationaux, de s'interroger, de savoir si localement, avec toutes les contraintes qu'on nous fixe sur le bilan carbone, etc., savoir si on ne pourrait pas produire localement. La première des exigences d'une production locale, c'est de pouvoir servir la commande publique. Donc voilà, je reviens sur ce sujet-là. Je pense que c'est un truc qui n'est pas compliqué à faire, ça. Pas compliqué à faire du tout. Et encore une fois, les règles européennes ne nous empêchent pas de le faire. Ça, c'est un paravent pour s'excuser d'aller chercher les produits ailleurs. Eh bien, cher Philippe, merci beaucoup. Et à bientôt, puisque c'est toujours intéressant d'avoir ton éclairage sur l'actualité qui bouge. Hein, puisque je crois que la dernière fois qu'on s'est parlé, on était encore sur des intentions et pas encore sur des actes. Donc j'apprends que... Tout à fait. Il faut regarder ce qui est... tel l'escargot lancé à pleine vitesse, il y a quand même des choses qui se passent dans notre beau pays. Absolument. Il faut rester positif et il y a des protection. choses qui avancent positivement. Exactement. Ok, merci Philippe. Merci Laurent.